Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je m'appelle Antoine Cariou et je vous souhaite la bienvenue sur ce temps dédié à l'exploration de nouveaux modèles économiques innovants en matière de tourisme, bien évidemment, et créateurs de valeur, alors pour les organisations et les entreprises, évidemment, mais aussi pour les territoires. Alors, on est dans un contexte d'évolution de plus en plus rapide des usages et des technologies qui influencent massivement les comportements. On doit aussi faire face à une urgence en matière de transition environnementale, climatique et évidemment sociétale. Et puis on fait face en ce moment à des crises, hein. Elles se succèdent et elles impactent durement les acteurs du tourisme, d'une part. Et côté collectivité, on doit aussi faire face à des baisses de dotations budgétaires récurrentes. Donc du coup, dans un monde complexe, les territoires ainsi que les entreprises doivent se mettre en mouvement, être en mouvement pour inventer, réinventer leurs modèles économiques et plus globalement leurs modèles de valeur. Alors, comment aujourd'hui projeter des modèles vertueux qui bénéficient tant aux territoires qu'aux entreprises, qu'aux habitants, qu'aux visiteurs? Et puis, finalement, de quel modèle parle-t-on? Comment on crée des intersections entre les acteurs des territoires et notamment entre public et privé pour créer de la valeur? Comment passe-t-on de schémas de collaboration plutôt classiques finalement à des schémas agiles et créatifs? Y a-t-il des prérequis et des méthodes qui permettent de faire émerger puis d'accélérer ces nouveaux projets, ces nouveaux modèles économiques? Eh bien, pour tenter de répondre de la manière la plus concrète possible à ces questions, qui peuvent parfois paraître un peu difficiles à appréhender, parfois un peu complexes, eh bien, je suis accompagné à ma droite de Franck Jacquelin, donc entrepreneur bien connu du territoire, qui, pas à pas, on le verra, a construit un modèle entre préservation et transmission du patrimoine, entre expérience de territoire et puis aussi agriculture durable. Et puis, je suis accompagné à ma gauche de Stéphane Sévoz, donc le responsable du T-Hub au service tourisme de la région Bretagne. Donc le T-Hub, dont la vocation est l'accélération des transitions touristiques, appliquée à un premier projet qui est l'itinérance autour du GR34. Donc voilà un petit peu pour poser le contexte. Donc ce que vous allez pouvoir faire, c'est tout au long de la conférence, donc en flashant le QR code que vous avez sur votre badge, pouvoir poser vos questions. Et on en sélectionnera quelques-unes en fin de conférence pour qu'il y ait un petit peu d'interaction. Alors tout d'abord, je me tourne vers toi, Stéphane, pour savoir finalement de quoi on parle. Savoir ce que toi tu entends par valeur et par modèle économique. De quelle valeur parle-t-on? De quels modèles économiques parle-t-on finalement? Donc, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, quand on parle de valeur, il faut ouvrir un peu le champ, parce que quand on parle de valeur, on a bien souvent tendance à résumer la valeur à la valeur économique des territoires. Or, en fait, quand on regarde un petit peu les différents champs, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on a des enjeux en matière, et notamment en tant que collectivité, des enjeux à créer de la valeur sociétale, de la valeur environnementale. On a des grandes transitions qui sont devant nous. Et au-delà de ça, la valeur, elle est plurielle. Parce qu'en fait, on a aussi de la valeur d'ingénierie. Et en fait, elle est très, très riche. Elle est tout autour de nous. Les acteurs associatifs, les acteurs individuels, même les citoyens, toute personne, en fait, est porteur et porteuse de valeur. Et il est intéressant de pouvoir aussi s'intéresser et les revaloriser dans la manière dont on va penser nos projets. On a également des valeurs d'image, de notoriété, qui par effet de rebond en fait, vont créer de la valeur économique. Et en fait, quand on commence à analyser tous ces systèmes de valeurs, on s'aperçoit qu'on a un écosystème qu'il est intéressant de pouvoir adresser, de pouvoir sourcer pour se dire, au final, la valeur de mon territoire, quand je vais créer de la valeur, elle n'est pas qu'économique, mais elle va être globale. Et en fait, dans cette globalité, on va pouvoir commencer à tisser des liens entre les acteurs. On va y revenir. Donc cette valeur, elle est un peu globale. Et après, la notion de modèle économique, effectivement, on connaît très bien le modèle économique, le business model d'une entreprise. Le modèle économique territorial, il est un tout petit peu différent. Parce que le modèle économique territorial, il est encore une fois pluriel. Il est composé d'une myriade d'acteurs qui agissent soit en silo, soit indépendamment, ou soit en réseau. Et en fait, tout l'enjeu de ce qu'on va partager, je pense, ce matin, c'est de se dire comment on arrive à passer de la logique silo, de l'individualité, qui en fait amène à des modèles économiques qui peuvent avoir des problématiques en termes de résilience, à un modèle qui est système, interrelation, pour créer en fait de la valeur à l'échelle des intersections.
Alors, je me tourne vers toi maintenant, Franck, et peut-être tu vas pouvoir nous donner une illustration concrète hein, de comment, à travers ton modèle, toi, tu as pu créer des intersections qui sont créatrices de valeur pour le territoire. Le mot modèle me gêne un peu, parce que c'est pas, moi je ne l'ai pas théorisé en fait. C'est un peu chemin faisant que les choses se sont organisées, développées. Et il y a beaucoup de personnes dans la salle que je connais, et je ne vais pas détailler fondamentalement le projet, je veux juste insister sur ce qui m'a paru les éléments fondamentaux pour que ça fonctionne. Et je dois dire que j'ai eu beaucoup de chance en fait au départ, pour une raison simple, ça va vous paraître curieux, mais je ne suis ni breton, ni hôtelier restaurateur. Et c'est pas de la provocation que de dire ça, mais ça veut dire que quand on est accueilli dans un endroit, ça génère des devoirs en fait. La première chose, c'est que c'est pas simple d'acheter un château et d'arriver dans un endroit qu'on ne connaît pas. Et la première démarche, et on en a beaucoup parlé, ma femme et moi, puisque c'est un projet familial, ça a été, mais comment on va faire pour ne pas se faire jeter? Et je vous dis les choses avec mon cœur, comme ça s'est passé. Et quand vous arrivez et qu'en plus vous avez une plaque, moi je suis ch'ti, mais je travaillais à ce moment-là en région parisienne, vous avez en plus une plaque 92, vous cumulez quand même un certain nombre de handicaps. D'accord? Et puis, on a créé une première association, une deuxième association, une troisième association, et il faut savoir que la philosophie du projet, ce que l'on voulait faire, nous, c'était un projet collectif. Pourquoi? Parce que historiquement, nous sommes de familles nombreuses, que moi j'ai toujours habité dans une maison où déjà il n'y avait pas de chauffage, donc j'étais déjà habitué, et ensuite où il y avait beaucoup de monde. Et l'idée de faire un projet de cette nature, c'était dans nos gènes, mais on ne savait pas très bien comment faire. Et ce qu'il y a, et je vous le dis avec un peu d'émotion, parce que ce qui a absolument transcendé le projet, c'est cette culture, cet accueil, cette générosité, cette capacité qu'ont les Bretons à faire des choses ensemble. C'est, objectivement, c'est extraordinaire. Et donc on s'est dit, comment peut-on organiser les choses pour porter de façon durable le projet? Donc effectivement, on a d'abord créé dans le château beaucoup d'animations, hein. C'est 180 animations à peu près dans l'année, donc c'est beaucoup. C'est 35 000 visiteurs, là où on m'avait dit mais c'est impossible d'avoir plus de 5 000 visiteurs au bout de la pointe de la Bretagne. Et malgré tout, il faut quand même refaire des toitures, changer des fenêtres. Vous savez, vous changez des fenêtres, vous changez 155 fenêtres. Les toitures, vous faites un bout de toiture, ça dure 5 ans. Et là, il s'est passé quelque chose qui a été absolument bluffant, et je le dis, alors c'est un peu gênant de le dire, parce qu'il y a quelques personnes de la région qui notamment ont des positions importantes dans la région, mais je le dis quand même, vous ne vous rendez pas compte de la chance que vous avez d'avoir une organisation de la région Bretagne. Il n'y a qu'à voir l'illustration de ce qui se passe en ce moment. C'est quand même époustouflant. Vous avez un système de rencontre, un système de partage, un système de dynamisme qui est objectivement hors norme. Et donc ça comment dire, ça stimule, ça tonifie. Et quand on parle de liens, quand on parle de projet, on ne peut pas s'affranchir de cette démarche publique-privée sur laquelle on reviendra tout à l'heure. Donc ça, c'était la première étape. Et puis la deuxième étape, ça a duré 10 ans. Et la deuxième étape, ça a été de bâtir ce socle, en fait, sur des valeurs qui nous semblent extrêmement importantes. C'est, voilà, nous, notre objectif, c'est très simple, c'est rénover le patrimoine, c'est protéger l'environnement, et c'est cet ancrage local. Donc, comment on fait à partir de ce château? On s'est posé cette question en disant, c'est super, objectivement, il y a 250 bénévoles qui participent au projet, c'est quand même extrêmement important, sauf que s'il nous arrive quelque chose, qu'est-ce qui va se passer?
comment on rend durable en fait cette approche sans toucher à l'ADN du projet. Et donc, on est passé à une deuxième étape, et c'est un peu par hasard, parce que les choses se font très souvent par hasard. C'est très difficile de théoriser et de modéliser. C'est aussi parce que quand vous laissez un lieu ouvert, vous faites des rencontres. Quand vous faites des rencontres, vous avez plus d'idées tous ensemble que tout seul. Et moi, j'ai été un peu comme une sorte d'éponge, en quelque sorte, en me disant, mais il parle de ça, c'est vrai, c'est un truc très sympa à faire. Et puis à un moment, les gens disaient, mais nous, on vient à une animation le soir, ou on fait une réception, et comment fait-on pour loger? Et on a commencé à faire un gîte d'étape dans l'ancienne mairie, en fait. C'est comme ça qu'on a démarré le projet de l'hébergement, et on se posait la question du nom. On l'a appelé les Pingouins de la Berre. Et pourquoi? Parce que, alors, je vais vous dire, il y a deux versions. Il y a une version officielle et une version officieuse. La version officielle, c'est qu'il y a des pingouins à la pointe de la Bretagne. Et c'est tout à fait vrai. Les pingouins tordats, sont les petits pingouins. La version officieuse, c'est que les pingouins, ce sont mes fils, en fait. Et qu'on avait une maison qui s'appelait Les Pingouins, et puis on a dû la vendre quand on a investi à Kergouadès. Et ils étaient très tristes, parce que c'est une maison qu'ils aimaient beaucoup. Elle s'appelait Les Pingouins, et je leur ai dit, le prochain projet qu'on fera, on l'appellera Les Pingouins. Voilà, pour la petite histoire, c'est comme ça que ça s'est passé. Et puis, comme on a transformé cette ancienne mairie en un gîte d'étape, il n'y avait pas de gîte d'étape. C'est fondamental, le gîte d'étape. Pourquoi? Parce que le long du littoral, vous avez des hébergements qui sont superbes, sauf que c'est très compliqué de pouvoir réserver à la nuitée. Parce que les hébergeurs n'aiment pas refaire les chambres. Et c'est tellement cool de louer à la semaine, on blinde l'hébergement et on est tranquille. Malheureusement, ce n'est pas comme ça que vous développez l'itinérance, ce n'est pas comme ça que vous développez la découverte du littoral. Il faut des solutions où les gens puissent loger à la nuitée. Ça s'appelle un gîte d'étape. Ça coûte 20 € la nuit, 23, 24 € la nuit. Donc ça, c'est fondamental. Donc, on a ouvert ce gîte d'étape, puis le maire de la commune à côté nous a dit, bah tiens, il y a un village vacances, très clairement, on l'a sur les bras, ça nous coûte un pognon fou, il faut qu'on trouve une solution, parce qu'en plus, on ne peut pas le rénover. Et donc, on a transformé ce village vacances, et il y avait à côté une colo, comme il y a tout le long du littoral. Il y avait une colo, la colo était abandonnée. C'était la colonie de vacances des enfants de la ville de Brest. Et d'ailleurs, c'était plutôt entretenu, sauf qu'il n'y avait personne, parce que les gamins, ils ne partent plus en colo. Et que c'est devenu tellement compliqué d'organiser les colos que, enfin, vous savez bien, c'est compliqué. Et donc, on a dit, mais le spot, il est absolument incroyable. Un gîte d'étape, c'est beaucoup trop grand pour faire un gîte d'étape, et on s'est dit, on va faire un hôtel-restaurant. Alors, on m'a dit, non, mais là, déjà, vous ne connaissez rien au secteur. Ça, c'est les banques, hein. Je m'excuse, puisqu'il y a certaines banques dans la salle, mais je vous dis, comme ça s'est passé. Alors là, vous voulez faire un hôtel-restaurant, mais vous ne connaissez pas l'hôtellerie. Vous êtes dans un endroit où il n'y a pas d'hôtel. Et en plus, ça tombe mal parce que le secteur, il est blacklisté en ce moment. Et j'ai dit, bah, c'est dommage parce que moi, j'ai mis toutes mes économies dedans. De toute façon, j'ai acheté le bâtiment et de toute façon, je le ferai. Et c'est comme ça qu'on a fait le château de sable, en fait. Et puis, chemin faisant, on a été sollicité par un certain nombre de communes qui ont dit, nous, on aime bien cette idée de ne pas vendre des éléments du littoral à des promoteurs immobiliers qui vont faire des lits froids, ce qu'on appelle en termes techniques des lits froids, des résidences secondaires, de la promotion immobilière, etc. J'ai rien contre les promoteurs, mais je trouve que quand on a la chance d'être en Bretagne avec un littoral absolument incroyable, et des sites aujourd'hui qui sont quand même assez nombreux en déshérence, on se doit de faire gaffe à un certain nombre de choses. Et en plus, ce sont des lieux de création d'emplois. Je rappelle, sans opposer des secteurs, que l'extension d'une porcherie à 30 000 cochons, c'est 1 emploi. La création d'un hôtel-restaurant le long du littoral, c'est 35 emplois. Il faut bien avoir ça à l'esprit. Et donc, on a petit à petit fait cette route qu'on a appelée la route des pingouins. Peut-être voilà, c'est ça. Donc, c'est une sorte de jalon composé d'hôtels, de restaurants et de gîtes d'étape. Et ça, c'est ce qu'on a fait sur voilà, les 8 dernières années. Et en fait,
je trouve que c'était assez... Enfin, moi, ça m'enchante parce que, comme je ne suis pas hôtelier à la base, j'ai essayé de trouver un dispositif qui s'affranchissait des codes classiques de l'hôtellerie, restauration ou des gîtes. Parce que vous savez que l'hôtellerie, restauration en France, c'est un secteur extrêmement familial. C'est-à-dire qu'on hérite d'un hôtel-restaurant. Alors, c'est formidable, sauf que, du coup, on prolonge la logique de fonctionnement qui existait. Et l'autre, l'alternative, en quelque sorte, sont les grands groupes. Et entre les deux, il n'y a pas. Or, aujourd'hui, avec la digitalisation, avec l'attractivité nécessaire que doit donner ce secteur, il faut des modèles qui soient un peu différents. Et moi, très franchement, je n'avais pas envie d'être hôtelier-restaurateur. Je me disais, je ne m'étais pas levé le matin en disant je vais acheter un hôtel-restaurant. Mais je me suis dit, il y a peut-être l'opportunité de créer quelque chose de différent. Et au lieu de bâtir un hôtel-restaurant classique, j'ai décomposé en fait la fonction globalement qu'on appelle front office, c'est-à-dire tout ce qui est en contact avec les clients. Et tout le reste, je l'ai enlevé. Par exemple, il y a un truc qui m'exaspère, moi, quand je vais dans un hôtel, c'est que ou un hôtel-restaurant, vous voyez quelqu'un à l'accueil, elle vous accueille, elle vous parle, le téléphone sonne, c'est pour une réservation, et alors là, vous n'existez plus, et manque de peau, vous vouliez aller manger dans le restaurant, et puis vous attendez 10 plombes. Ça, c'est pas de l'accueil. La fonction accueil, c'est une fonction. La fonction commerciale, c'est une fonction. Donc, il faut décomposer les fonctions. Donc, moi, j'ai fait une organisation qui s'appelle l'équipe Pingouin, qui, au début, il y avait un pingouin, une personne, et puis après, ça s'est développé, basé sur l'idée d'un système central, et c'est très important pour l'itinérance. Comment voulez-vous faire vivre un ensemble de gîtes d'étape à 20 € la nuit si vous n'arrivez pas à globaliser votre système commercial? C'est impossible. Vous ne pouvez pas amortir une commercialisation sur une nuitée à 20 €. Et pourtant, c'est ça que vous voulez pousser. Donc forcément, il faut trouver un autre modèle. Du coup, ça a été l'idée de cette création d'équipe Pingouin. Et évidemment, l'étape suivante, ça a été de se dire, il y a un château, il y a de la place, nous, on veut protéger l'environnement. Le plus évident, comme il y a des restaurants, c'est de créer un grand potager. Et donc, on a créé un grand potager pour fournir tous les légumes du restaurant, en bio. Et puis, évidemment, la Biocoop dit, non, mais là, nous, on a un problème de produits. On n'a pas assez de cam, on n'a pas assez de produits. Et donc, vous amortissez la création de votre potager, pas uniquement sur les restaurants, mais aussi sur une commercialisation Biocoop. Et du coup, ça permet de dire à vos chefs de cuisine, vous ne voulez pas prendre les légumes du potager, ce n'est pas grave, de toute façon, on va les fournir à la Biocoop. Et c'est important, mine de rien. Ça veut dire que vous ne leur dites pas, tu vas me prendre mes légumes. Ah oui, mais ça tombe mal parce que demain, j'avais envie de faire un plat d'une autre nature, avec un autre type de légumes. Donc, vous vous affranchissez de la contrainte. Et dans la relation sociale, dans ce type d'organisation, vous ne faites jamais une démarche par la contrainte. Jamais. On en parlera peut-être sur... voilà. Donc, excusez-moi, j'essaie d'être très pragmatique, mais dans la vraie vie, c'est comme ça que ça se passe. Et voilà, je suis peut-être un peu trop bavard, excuse-moi, donc je m'arrête là. Non, c'est très bien. Et on reviendra justement derrière sur comment tu as pu aussi interconnecter tous les éléments de ce modèle-là. Mais peut-être juste avant, ça peut être intéressant qu'on s'immerge avec toi, Stéphane, finalement dans différentes manières de collaborer, et notamment entre acteurs publics et acteurs privés, et évidemment autour de projets créateurs de valeur au territoire. Donc peut-être que le premier modèle qui vient tout de suite, c'est comment finalement on peut construire un projet finalement autour de l'engagement réciproque des acteurs eux-mêmes. Et bien sûr, alors ça interroge la place et le rôle de ces acteurs-là, et notamment celui de la collectivité. Donc toi qui es depuis maintenant bientôt 15 ans dans les collectivités, c'est quoi ton regard sur ces engagements réciproques ? L'engagement réciproque, il est nécessaire et indispensable. C'est-à-dire que quand on est collectivité et qu'on concède un aménagement, qu'on pense en fait à des équipements touristiques, à moins que ce soit un choix délibéré de la collectivité de dire on met un nouvel aménagement en place et cet aménagement va être créateur d'une valeur sociale, sportive ou autre. Si l'ambition c'est d'en faire un objet touristique, il faut s'assurer que quelque part il y a de la création de valeur autour de cet objet.
C'est-à-dire qu'en fait, des acteurs privés s'emparent de ce projet-là pour développer une activité connexe et répondre en fait à l'ensemble des besoins des utilisateurs pour justement être quelque part maillot jaune, créer de la valeur en fait sur cet équipement. Et aujourd'hui, cet engagement réciproque, enfin on voit en tout cas dans la manière de conduire les projets, parfois il peut amener en fait à des écueils. C'est-à-dire qu'en fait on se dit voilà, on regarde de l'observation, on regarde de ce que le territoire a à offrir, en fait on va développer tel ou tel aménagement. Et en fait on s'aperçoit que derrière des acteurs nous disent en fait non, nous ça ne correspond pas à notre souhait, on ne souhaite pas y aller. Donc cet engagement réciproque pourrait appeler justement les collectivités à se dire à partir du moment, enfin quelque part il faudrait s'assurer en amont de la mise en œuvre de ces projets-là, d'aménagement, je parle d'infrastructures sportives entre autres, que des acteurs en fait s'engagent à capitaliser sur cet équipement pour derrière développer des activités d'hébergement spécifiques, en répondant spécifiquement en fait aux besoins de cette clientèle qui va être en fait attirée par cet équipement, qu'on développe une offre de restauration qui soit adaptée, etc., etc. Et en fait là, on arrive déjà dans un premier niveau de modèle. La collectivité reste toujours effectivement à l'initiative de l'investissement, mais pour autant on crée en fait de la valeur sociale, économique, environnementale autour du projet. Donc ça, c'est vraiment le premier niveau. Alors, je ne vais pas m'attarder sur les modèles classiques que vous connaissez, de délégation de services publics, alors qui permettent déjà aux collectivités de s'appuyer sur les acteurs privés. Mais dans cette même logique, aujourd'hui, la collectivité, elle peut finalement, à l'initiative, pouvoir créer finalement les conditions de transfert de ces projets vers les acteurs privés, acteurs du secteur, mais également des associations, des startups. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots justement de ce décentrement du rôle de la collectivité? Alors sur le décentrement du rôle de la collectivité, c'est pareil, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut essayer de voir un petit peu les différents modèles et les modèles qui sont opérés. Quand une collectivité investit, il faut se poser la question, tu l'as évoqué en fait en introduction, on est dans des contextes de baisse de dotation. Donc les collectivités ont des capacités à investir, à mettre en œuvre des opérations. Par contre, la question du fonctionnement, donc du run, est plus complexe en fait à gérer. C'est-à-dire comment on va assurer sur un nouvel équipement qu'on va créer, quelque part cet entretien nécessaire à la vie en fait de cet équipement-là. De la même manière, quand on est sur des aménagements, des équipements qui nécessitent du fonctionnement, ça veut dire que quelque part, on grève le budget de la collectivité sur le long terme. Donc ça interroge sur, à un moment donné, est-ce qu'il faut que la collectivité investisse et entretienne, ou est-ce qu'en fait, il faut se poser la question de la valeur qui va être générée par le projet, et en fait de décentrer le rôle de la collectivité pour être dans des logiques plutôt d'impulsion, c'est-à-dire comment on crée l'initiative, comment en fait on fait en sorte de s'assurer autour d'une dynamique qui est poussée par la collectivité, sur la base d'une stratégie qui a été construite avec des acteurs privés, comment on s'assure quelque part du transfert ou de la création des conditions de l'émergence de l'initiative privée associative qui va s'emparer du modèle et qui derrière va être en capacité de créer du business sur ce modèle. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de dire on décentre la responsabilité et le risque sur un acteur privé qui va assurer pour le compte de la collectivité quelque chose en fait qui n'aurait pas de modèle économique, mais plutôt comment on arrive à impulser une dynamique en se disant derrière le projet il est créateur de valeur, il suffit juste de réfléchir collectivement à cette création de valeur-là, et derrière faire en sorte donc, de créer du business et qu'un acteur privé s'en empare et derrière développe une activité au long cours sur cette activité-là. Donc là, on est dans des modèles de transfert, ce qui permet à la collectivité deux choses. D'une part, déjà d'être dans ces logiques d'animation, d'impulsion et donc de création de valeur sur les territoires. Et d'autre part, ça permet aussi à la collectivité, à un moment donné, de pouvoir se retirer et d'investir d'autres champs, d'autres ambitions, d'autres enjeux sur lesquels, justement, elle va pouvoir intervenir en impulsion, créer de la valeur économique, sociale, environnementale, se retirer et réinvestir ailleurs. Donc, on est dans ces logiques, justement, d'une collectivité qui impulse pour derrière créer de la valeur au privé, au monde associatif, en capitalisant sur toute cette valeur territoriale qui est autour de nous. Alors, si on veut revenir un peu plus concrètement au projet, toi, en tant que responsable du TIEB, il y a eu l'émergence d'un certain nombre de projets qui sont susceptibles de venir alimenter une expérience de l'itinérance autour du GR34. Comment tu travailles justement à ce décentrement et comment, par exemple, tu transfères des projets concrètement vers des acteurs, des startups, par exemple C'est là où le collectif est important et le collectif qui a permis la création de ces opportunités. C'est-à-dire qu'en nous entourant de personnes qui sont des incubateurs, des accélérateurs de start-up, qui sont des gens qui accompagnent des projets sur les territoires, on a cette capacité aussi de se dire, voilà, on a une solution aujourd'hui, cette solution-là, elle est porteuse de valeur. Enfin, en tout cas, on peut projeter un modèle économique autour de cette valeur. Et donc, on a tout intérêt à aller chercher des gens qui sont des porteurs de solutions. Donc, on parle de start-up, ça peut être des entreprises innovantes, etc. Et en fait, on a des acteurs autour de nous, sont les French Tech, les Technopoles, les incubateurs,
les accélérateurs de start-up, entre autres, mais aussi des gens qui accompagnent on va dire, d'autres initiatives. Et l'idée, c'est de se dire comment, en mobilisant ce tissu on va dire, d'acteurs spécialisés dans l'économie, dans l'innovation, on va être en capacité d'aller chercher et de sourcer des solutions. Donc de se dire, voilà, trouver les solutions, les bons porteurs, ceux qui auront en fait capacité à développer le modèle, et en fait à créer cette rencontre avec le territoire. Sachant que là, il y a une vraie ambition, en tout cas pour que ça marche, c'est que derrière, il faut qu'on ait des territoires qui soient des territoires volontaires et qui se disent, cette solution m'intéresse et moi, je vais pouvoir accueillir cette solution et faciliter l'implantation d'une initiative privée sur mon territoire. Donc ça passe effectivement par de l'ingénierie, parce que voilà, dans les écosystèmes d'entreprise, et Franck le disait à juste titre, il y a des besoins de mise en relation, il y a des besoins de rencontrer les bons acteurs pour pouvoir opérer un modèle. Et derrière, il y a la question d'une connexion, on va dire, de dispositifs financiers pour prototyper, tester, expérimenter le modèle. Et donc là, on rentre sur des dispositifs qui sont plus traditionnels, des dispositifs que déploient des directions de l'économie à l'échelle régionale notamment. Alors, on évoquait notamment les startups qui ont la particularité souvent d'indexer leurs modèles économiques sur l'usager. Finalement, on peut aussi imaginer que dans l'économie touristique et dans les modèles touristiques, on puisse aussi indexer la valeur sur les usagers. Alors effectivement, quand on parle pour reprendre l'exemple start-up, on parle bien souvent, et on l'entend beaucoup dire, des start-up qui vont travailler leur modèle pour justement trouver, on va dire, des marchés auprès des collectivités. C'est-à-dire que la collectivité va acheter une solution. C'est pas forcément le seul modèle, c'est-à-dire qu'en fait, il y a énormément de modèles et on voit toutes les plateformes d'intermédiation, Airbnb entre autres ou autres, même c'est pas forcément c'est les seuls, et il y a d'autres échelles d'autres start-up qui le font à des échelles plus petites, mais on a une valeur qui peut s'indexer sur l'utilisateur. C'est-à-dire que c'est l'utilisateur qui, moyennant un commissionnement qui va être prélevé sur son achat, va permettre quelque part de rémunérer la start-up. Donc on n'est pas forcément sur un territoire qui va acheter de la solution, mais potentiellement un utilisateur. Si je prends un exemple plus concret, dans le domaine du transport, aujourd'hui on a longtemps, historiquement, opposé les transports, on va dire, pour la population locale avec les transports touristiques, donc avec des territoires qui mettent en place des navettes touristiques qui, du coup, coûtaient. Donc, ce qui d'ailleurs créait des scissions avec les habitants qui disaient attendez, vous, collectivité, vous mettez de l'argent dans une navette touristique, alors que nous, on en a besoin, on aurait besoin de plus de cadencement sur notre navette, et en fait, vous ne le faites pas. Si on arrive déjà à marier les deux, c'est-à-dire à se dire, OK, on va analyser les poches à enjeu, on va être en capacité de se dire, voilà, et en fait, on va s'apercevoir quelque part que les poches à enjeu, on l'a vu sur la table ronde sur les mobilités, entre les poches à enjeu pour les touristes et ceux pour les habitants, on n'est pas très très loin. C'est-à-dire que si déjà on arrive à faire coller nos transports pour qu'en fait ils servent les intérêts de toutes les parties, on est déjà pas mal. Si au-delà de ça, on crée, alors c'est des exemples qui ont pu être expérimentés, notamment sur les territoires de station. Si on commence à rentrer dans une logique où on travaille en fait avec les hébergeurs et on se dit, en fait, on va créer une carte qu'on va vendre, que les hébergeurs vont mettre à disposition dans chacun de leurs hébergements et qui va être quelque part, dont le prix va être indexé sur le prix global de l'hébergement. Là, on rentre dans une logique qui est intéressante, c'est-à-dire qu'en fait, cette carte, elle va amener, c'est-à-dire que l'argent va être rétrocédé à la collectivité pour payer le système de transport, et quelque part, là où, a priori, le tourisme amène des dépenses supplémentaires, là, le tourisme, au contraire, va être vecteur de financement des transports pour les habitants. Et au-delà de ça, pour l'hébergeur, au final, on va augmenter la valeur perçue de son offre parce qu'on va lui dire, et de manière un peu on va dire cohérente avec le positionnement du territoire, en sens que chez nous, venez, c'est un territoire durable, on vous permet par cette carte d'accéder gratuitement à du transport sur notre territoire, et en fait, voilà, gratuitement, vous pourrez vous balader sur votre territoire à travers les transports qui sont mis en place par la collectivité. Donc en fait, on est sur ces logiques imbriquées. Alors, donc, on se rend compte que cette notion d'écosystème, elle est vraiment fondamentale pour la création de valeur territoriale. Du coup, je me tourne vers toi, Franck, pour que tu puisses nous partager un petit peu comment toi, tu as entremêlé finalement les différentes dimensions de ton projet et comment ça, derrière, ça a pu impacter véritablement positivement le territoire et comment la circulation de valeur entre ces objets-là, elle est très importante, quoi. Avant de répondre juste sur cette question, je voudrais rebondir sur ce que tu viens de dire, sur l'impulsion que peut donner la puissance publique sur des projets privés. Je vais vous prendre un exemple. On a ouvert un établissement sur l'île d'Ouessant, qui était
un bâtiment anciennement hôtel-restaurant et qui était vide, qui était à vendre depuis un petit moment. Et moi, je me suis dit, ça serait super de faire une alternance continent-île. Et on venait d'aider à rénover la maison des Goémoniers et les refuges de mer sur le Lédénès de Molène. Et on venait d'acheter, juste avant, l'hôtel-restaurant Le Castellar à Plouguerneau. Et moi, un peu maladroitement, j'appelle les banques en disant « j'aimerais bien racheter l'ancien Rocard-Mort à Ouessant ». On m'a répondu poliment que ça allait peut-être un peu vite. Et j'ai dit « oui, mais je pense que c'est vraiment important. Pour le développement du territoire, c'est fondamental. » Et puis, j'ai reçu un appel de la région Bretagne qui m'a dit « on a entendu que, et il faut que vous fassiez. Parce que pour le développement territorial, c'est extrêmement important. Les gens arrivent à Ouessant, ils ne trouvent pas suffisamment à manger, ils ne trouvent pas correctement à dormir, en tout cas en nombre, il y a un vrai sujet. Et ça a été de dire comment pouvons-nous faire pour que le projet se fasse. Et je vous garantis que quand vous avez des appels comme ça crée des devoirs. On a bouclé l'opération parce que quand les parties prenantes, c'est-à-dire le monde financier, contre lequel je n'ai absolument rien, hein, je ne veux pas me fâcher avec vous, les uns et les autres, mais il faut savoir que c'est comme ça que ça se passe. Et j'ai dit, mais je pense que la région est intéressée à participer. Du coup, BPI, Banque publique d'investissement, dit « ah, mais ça serait peut-être pas mal qu'on prête en direct pour que l'opération se fasse, et non plus au travers d'une banque en contre-garantie. » C'est un peu technique, mais c'est comme ça que ça se passe. Et du coup, sachant que la région et BPI participaient, une banque a dit ah ben, « nous, on y va ». On a fait les travaux, on a ouvert. C'est le plus fort taux d'occupation de l'hôtellerie le long du littoral. D'accord ? Et ça veut dire que sur quelque chose qui au départ paraît aberrant, simplement parce que les personnes autour de la table se disent « il faut qu'on le fasse », et bien du coup, peuvent sortir de terre des projets qui paraissaient au départ trop compliqués. Ça ne veut pas dire qu'il faut être angélique, ça ne veut pas dire que tout est possible, mais ça veut dire que quelquefois il y a des chemins et que cette idée de discuter, de poser des questions, d'échanger, de communiquer, sans aucune fioriture, en toute simplicité. Je trouve que ça, c'est une intersection, c'est une interaction absolument extraordinaire. C'est aussi important que de dire « je fais un potager pour faire les légumes pour le restaurant ». C'est aussi important que de faire cohabiter un monde associatif avec un monde privé. Il y a plein d'intersections possibles. Et nous, on s'est interrogé là-dessus, et je reviens à ta question, en se disant, c'est super, la route des pingouins, moi, j'ai jamais imaginé que ça se développerait comme ça se développe. Il faut penser que j'ai un appel par semaine, au moins, d'une collectivité qui dit on a un lieu abandonné, on ne veut pas que ça fiche le camp à des opérations de promotion immobilière. Au moins un par semaine. Encore il y a 1 heure, sur un lieu emblématique de la Bretagne, en disant on veut absolument que ça ne parte pas sur des opérations de promotion immobilière. Vous n'imaginez pas la pression foncière qu'il y a sur certains lieux. Et il faut bien faire gaffe à ça. Parce que ce patrimoine, cette préservation de la nature, qui est objectivement unique en Bretagne, il ne faut pas que ça devienne comme c'est aujourd'hui dans certaines autres régions dont on considérait il y a encore 20 ans qu'elles étaient à peu près protégées. Je ne veux pas citer de régions, pas me fâcher, mais il y a des choses qui sont hallucinantes qui sont en train de se passer. Et c'est triste. Et je pense que la Bretagne a cette capacité à résister à ça. Et du coup, on s'est dit, mais il faut porter le projet encore plus loin. Et nous, notre nom de code, c'est Goumic. Là, c'est un petit fantôme qui est dessiné par ma petite fille. Goumic, ça veut dire un petit fantôme, en fait, en breton. Parce que moi, j'ai appris, je ne savais pas. Bon, bref,
Et on s'est dit, si on veut porter le projet plus loin, ça veut dire quoi? Et si tu veux bien, voilà. La première étape, c'est qu'on transforme l'ensemble de notre entreprise en une société de l'économie sociale et solidaire. Moi, je pense que c'est l'avenir du XXIe siècle. Il faut s'affranchir de ce qu'étaient les modèles économiques. Moi, j'ai suivi mes études classiques, école de commerce, machin, etc. Nous, dans les années 80, c'était les années tapis. Il faut voir ce que c'était. Les cours qu'on suivait, c'était le TRI, c'était les LBO, et le dieu, c'était celui qui rachetait les boîtes à la barre du tribunal. Mais c'était comme ça. Et on formait dans les grandes écoles à ça. Moi, je pense que ça, c'est une époque révolue. Et qu'il faut emprunter ce chemin, et les jeunes nous montrent la direction. Les jeunes nous expliquent quelles sont leurs attentes, c'est quoi le sens qu'ils veulent donner aux choses. Et nous, ça nous parle. Donc, on a changé les statuts de l'entreprise. Ça ne nous pose pas de problème. De toute façon, c'est l'ADN de départ. Mais on se met en conformité juridique, presque, je dirais, avec l'ADN de départ, qui consiste à modifier les statuts, avoir une démarche de certification, demander une labellisation ESUS dont nous parlions tout à l'heure ensemble. Et je pense qu'il y a un chemin qui est extrêmement intéressant. Et cet après-midi, moi, je participe à une table ronde sur l'attractivité du secteur. C'est fondamental. C'est fondamental. Il faut emmener les jeunes dans des projets qui leur parlent et qui sont des projets qui ont du sens. Donc ça, c'était notre fondamental pour accélérer le développement du projet. La deuxième chose, voilà, c'est que, alors ça va vous paraître complètement barré, ça, mais c'est pas grave, c'est qu'au départ, vous avez 4 activités qui sont complètement différentes. Mais je pense qu'on arrive à les imbriquer en sortant des solutions qui sont originales, qui sortent du cadre. Donc effectivement, l'idée de Kergrouadès, c'est de rénover le patrimoine, je vous en ai parlé, j'y reviens pas. La route des pingouins, c'est de s'inscrire dans un tourisme durable le long du littoral. Mais moi, je pense qu'on peut ajouter 2 dimensions. La première, c'est que depuis 20 ans, je trouvais prudent d'essayer de racheter petit à petit des terres autour. Et vous savez, moi, je suis entouré de personnes qui produisent du maïs pour donner à manger aux cochons. Alors, j'ai rien contre, sauf que c'est un vrai souci. À un moment donné, il faut réfléchir à ça. Il ne faut pas le faire avec brutalité, mais il faut s'inscrire dans une cohabitation judicieuse entre une approche touristique et l'évolution du monde agricole. C'est un vrai sujet fondamental. Ça va être un des enjeux très importants de la Bretagne dans les décennies qui viennent, et on ne peut pas réfléchir au tourisme en s'exonérant de ce type d'échange. Et l'idée, ce n'est pas de dire on va prendre des terres agricoles et puis on va les transformer comme ça unilatéralement, parce qu'il y a des gens qui vivent de ça. Et donc moi, j'essaye petit à petit de transformer, par exemple, après ce grand potager, on est en ce moment en train de planter du thé. Alors quand je dis ça, les gens, non mais ils ouvrent des yeux, comme de plus en plus barrés. Sauf que le thé, vous savez comment ça se fait? Le thé, ça se fait avec des camélias. Tout le monde connaît les camélias en Bretagne. Pourquoi on va aller importer du thé d'Asie, du Niger, d'Inde, alors qu'on peut faire des choses en Bretagne, avec une certaine fierté? Et l'imbrication dont je parlais, c'est que vous imaginez bien que si on fait du thé breton et qu'on arrive dans les tables du restaurant en disant « nous avons une carte des thés bretons », moi, très franchement, j'ai envie de goûter ça. J'ai envie d'essayer. Et la 4e étape, c'est de se dire, quand il y a des restaurants, quand il y a de l'hébergement, quand il y a une réflexion sur la nature, il faut porter ça encore plus loin. Il faut arriver à créer des maisons du goût breton. Ça veut dire quoi? Nous, et je vous l'annonce parce que ce n'est pas officiel,
On est en train de racheter un établissement à Brest qui est un restaurant très connu qui s'appelle le Ruffet. Et là, même chose, on m'a dit, mais qu'est-ce que vous allez foutre là-dedans? Sauf que le Ruffet, c'est le restaurant à Brest qui est connu pour pouvoir porter des produits de production locale et qui sont situés dans un immeuble qui est juste à côté de la gare de Brest, à côté de l'office de tourisme, en face du Quartz, et qu'à l'étage au-dessus du Ruffet, il est vide. Et moi, je trouve que c'est un formidable lieu pour accueillir des producteurs et faire un cycle de présentation annuelle, de partage de cette culture de production bretonne, et que les 2 étages au-dessus sont 2 appartements, et si on les transforme en un gîte d'étape, vous faites les pingouins de la gare, puisque c'est juste à côté de la gare de Brest, et que vous bouclez un circuit qui fait Morlaix-Brest sans la voiture. Et que par ailleurs, ceux qui arrivent à la gare de Brest, donc sans la voiture, et qui veulent aller sur les îles, peuvent directement loger à cet endroit et le matin prendre le bateau pour aller sur Ouessant ou sur Molène. Et donc vous désengorgez aussi le problème du Conquet. Donc ce qui, a priori, paraît un truc bizarre, finalement, quand vous imbriquez l'ensemble, vous faites des produits originaux. Et quand vous faites la maison du goût breton, c'est évident qu'il y a certains endroits qui peuvent accueillir des corners, en quelque sorte, de produits du goût breton, que ce soit dans nos établissements ou dans d'autres lieux où on veut porter le même message. Voilà, c'est pour ça que j'essaye d'imbriquer les 4 sur ton thème de l'intersection, en fait. Alors là, tu viens de nous décrire effectivement comment tu as imbriqué ça, mais du coup, je te pose la question de savoir, c'est quoi, selon toi, véritablement les ingrédients qui te permettent de construire en fait ces modèles-là? C'est quoi pour toi les fondamentaux qui font émerger ça et qui le concrétisent directement en projet à valeur pour les territoires? Pas d'ingrédients, je ne suis pas chef de cuisine. Et c'est très compliqué, ça, comme question. J'essaie d'être juste... moi, je pense qu'il y a un premier sujet, et je le redis, au risque d'être un peu lourd, je pense que le partenariat public-privé est fondamental. Je pense qu'il y a un chemin extraordinaire pour bâtir des opérations communes qui est public-privé. Moi, je reviens, je suis quand même un petit peu... j'ai passé 27 ans, et j'ai très souvent entendu dire « Ah oui, mais attends, nous les entrepreneurs, on bosse beaucoup plus que dans le public. Dans le public, ce n'est pas la peine d'aller les voir, parce que de toute façon, ils vont nous faire 25 000 papiers et puis on n'avancera pas. » Et puis, quand on parlait avec les gens du public, c'était « Ah non, mais alors, eux, ils ne parlent que d'argent, et la seule chose qui les intéresse, c'est de gagner du pognon. » Voilà. Je fais court, mais je pense qu'il faut s'affranchir de ça. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une capacité à parler ensemble et à trouver ce chemin qui fait sortir de terre des trucs extraordinaires. Je le redis, excusez-moi, ce que disait Stéphane Le Tiob, vous n'imaginez pas ce que c'est, ça n'existe nulle part ailleurs. C'est quand même extraordinaire. Le message qui soit... on n'est pas juste là pour verser des subventions ou faire remplir des documents administratifs, mais on est là pour faire émerger des nouveaux projets, c'est quand même assez extraordinaire. Donc je pense que ça, c'est un vrai sujet. C'est le sujet de ce chemin commun public-privé. Le deuxième, c'est qu'il faut inscrire des projets dans une durabilité. Et la durabilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire exonérons-nous de cette idée du profit maximum. Je redis, tous les business plans d'analyse financière d'un nouveau dossier se font au travers du plan d'affaires et du TRI. Certes, c'est important. Mais moi, je peux témoigner de ça. Je suis associé avec, pour accélérer les projets. Et un jour, je vous le fais court, je reçois un appel d'un monsieur
qui m'a dit « Monsieur Jacquelin, nous, on aime bien ce que vous faites, la rénovation du patrimoine, la protection de l'environnement, l'ancrage local, tout ça, ça nous va bien. Sauf qu'on se dit qu'à la vitesse où ça va, vous n'allez pas pouvoir tenir longtemps en finançant comme ça. » Et nous, on est la Caisse des dépôts. Je vous le fais court, mais je vous garantis, c'est comme ça que ça s'est passé. Et on ne veut pas vous prêter d'argent, on veut s'associer. Pourquoi s'associer? Parce que quand vous mettez en commun des fonds propres d'un privé et de la Caisse des dépôts, et que vous allez voir les banques, vous disposez de plus de fonds propres pour faire ce qu'on appelle un effet levier, et qui est la capacité à monter l'opération. Évidemment, quand la Caisse des dépôts vous appelle pour vous dire ça, c'est quand même pas banal, quoi. Et moi, je leur ai dit, non, mais attendez, là, les TRI et tout, nous, on s'inscrit dans la durée. Ça tombe bien, nous aussi. Et je leur ai dit, mais ça veut dire quoi, TRI, chez vous? Et ils ont dit, nous, les taux de rentabilité de l'investissement ne sont pas à l'aune du profit maximum. C'est à l'aune de la durabilité, de l'ancrage territorial. Certes, on n'est pas des philanthropes, parce que c'est quand même accessoirement la banque de l'État. Mais l'obsession, ce n'est pas le TRI maximum. Et ça, c'est très intéressant, parce que ça veut dire que vous montez des projets, que vous faites sortir de terre, qui doivent être rentables, mais qui peuvent l'être de façon un peu plus longue. Or, quand vous raisonnez sur des projets qui impliquent de l'immobilier, du foncier, des baux amphithéotiques, forcément, vous ne raisonnez pas sur la même vitesse. Vous raisonnez de façon beaucoup plus durable. Et la durabilité, pour moi, c'est un mix très intéressant de la finance, d'une nouvelle façon d'analyser ça, et encore une fois, sans angélisme, il faut que ça gagne de l'argent. Mais aussi l'intégration de cette vie sociale, de cette capacité à développer des choses originales. Par exemple, comment partager des plateformes digitales de réservation. Ce sont des enjeux fondamentaux de notre secteur, sauf que ça coûte une blinde. Vous voyez, donc pour moi, la durabilité, c'est cette somme de facteurs complémentaires qui ne sortent pas cette analyse financière, qui l'intègrent, mais qui la panachent d'autres composantes et qui rendent le projet significativement durable. Donc pour moi, ce sont ces deux, enfin, encore une fois, je suis un peu long, mais excusez-moi, mais ce sont ces deux composantes majeures. C'est d'ailleurs ça qui rend le projet passionnant. Enfin, moi, c'est ça qui m'intéresse. Merci Franck. Et du coup, je te pose la même question, Stéphane. C'est quoi pour toi, justement, les ingrédients qui vont permettre l'émergence de ce type de projet, de ce type de modèle vertueux pour les territoires? Je pense que ce qui est intéressant, au-delà du partenariat public-privé, c'est l'imbrication, la notion d'imbrication. Et on voit dans le tourisme, on a des modèles, et la crise est passée par là et l'a prouvé, c'est qu'on a des modèles qui sont pas forcément très résilients. Et en fait, la juxtaposition ou l'imbrication qui a été opérée par Franck sur divers projets nous permet de voir qu'en fait, en mixant les modèles, on s'assure en fait d'une meilleure résilience en fait de l'écosystème global. Donc, et il y a une deuxième chose, c'est vraiment la capacité aussi à rêver et à créer justement pour créer ces intersections. Et on s'aperçoit dans le modèle qui nous a été présenté qu'on a des transformations de coûts en ressources. Et ça, c'est assez fondamental et ça amène justement à réfléchir. C'est-à-dire que nous aussi, collectivités, on s'aperçoit qu'on a des actes qui ont des zones en fait, qui sont inexploitées ou tout du moins où aujourd'hui en fait, on passe à la tondeuse. Donc le bilan carbone et le bilan économique de tout ça n'est pas forcément très glorieux. Si ces éléments-là, et en fait ce patrimoine qui aujourd'hui est un coût, est transformé en ressources pour du micro-maraîchage, etc., en fait on s'aperçoit quelque part on peut créer de la valeur là où il n'y en a pas. Si on va au-delà, sur l'imbrication et justement le coût en ressources, et c'est un exemple que j'ai déjà pris à plusieurs reprises, mais l'exemple des véloroutes. Aujourd'hui, une véloroute, c'est quoi? C'est un coût, en fait. Mais en fait, avant tout, c'est un linéaire, c'est du foncier. Vous avez tous une maison. Le foncier, en fait, ça coûte. Voilà. Ça a de la valeur. Si sur ce linéaire, en fait, qui nous appartient, on est en capacité de valoriser ce linéaire. On voit l'Autriche, en fait, a mis à couvert une partie de ses autoroutes avec des panneaux solaires. Ou si on y met du micro-éolien. En fait, c'est du foncier qu'on peut utiliser, qu'on peut valoriser. Si on valorise cette production énergétique à travers des bornes, et qu'en fait on commence à mettre de la régie pub dessus, ça commence étrangement à ressembler à une DSP. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément à faire payer les véloroutes, mais en fait potentiellement à se dire comment elles peuvent être créatrices de valeur. Et en fait s'autoriser à rêver des modèles, s'autoriser à sortir des communs en se disant c'est pas possible parce qu'économiquement c'est pas possible, et à se dire on est en capacité de prendre du recul pour se dire
En fait, imaginons d'autres modèles, pensons d'autres modèles, laissons-nous-les. Et quelque part, c'est ce que Jacqueline a fait, c'est cette capacité à se dire, à un moment donné, j'ai un cœur métier, mais ce cœur métier, je peux le décentrer. Et mon modèle, il est peut-être ailleurs, et en fait, c'est peut-être dans le croisement qu'on va créer la valeur. Donc c'est ça qui est intéressant. Et encore une fois, c'est les rencontres et celles qui assureront justement on va dire, de faire en sorte que ces rêves puissent devenir réalité. C'est vrai qu'on voit que la notion de collectif et de parties prenantes qui se regroupent autour des projets est vraiment très importante et fondamentale. Et je vous propose d'enchaîner avec quelques-unes de vos questions. Hein, mais du coup, une question qui t'est posée, Franck, c'est comment justement tu as trouvé les personnes et les compétences associées pour créer les activités. Comment tu t'y es pris et combien de personnes ça regroupe aujourd'hui? Ça se déclare pas, ça, c'est au quotidien. C'est-à-dire que, d'abord, il faut que les personnes aient envie de travailler chez nous. Donc on empiète sur l'atelier de tout à l'heure, là-dessus. Mais c'est vrai qu'on est assez sollicité. C'est vrai que les personnes restent plus longtemps que la moyenne dans l'ensemble du projet. Et moi, j'essaye de créer des passerelles. Je vais vous prendre un exemple qui, moi, m'a fait extrêmement plaisir. On avait un serveur dans un de nos établissements, et puis on m'avait dit il va partir. Et moi, je trouvais ça triste parce que je trouvais que c'était quelqu'un de qualité, etc. Et je lui ai dit moi, je vais parler avec lui, je voudrais comprendre pourquoi il part. Et il me dit mais moi, le service en salle, c'est pas mon truc. Moi, ce que j'aime, c'est être dans les bois. Et pas dans les bois comme ça. Hein. Être dans les bois. Je lui dis, mais ça veut dire quoi, être dans les bois? Et en fait, je voulais faire un contrat d'apprentissage, et puis il y a eu le Covid, et je n'ai pas pu faire mon contrat d'apprentissage. Et je vous rappelle que nous, on a un projet agricole. Je lui dis, mais moi, je vais vous faire un contrat d'apprentissage. Il m'a dit, mais comment je peux faire passer de serveur à un contrat d'apprentissage en sylviculture? Parce que si c'est possible, on le fait. Et on a fait une journée de l'emploi, on cherchait 50 personnes. Avec 50 personnes sur le secteur, c'est quand même pas rien, quoi. Et donc, on va voir Pôle emploi et on propose de faire une journée spéciale route des Pingouins. Et Pôle emploi dit, mais ça, c'est une super idée. Je dis, la seule condition, c'est que moi, je ne veux pas intervenir. Et là, ils disent, ah bon? Oui, oui, parce que je veux faire intervenir des personnes de chez nous. Et donc, on a fait intervenir un chef de cuisine, une gouvernante, etc. Et la particularité, c'est qu'en fait, la gouvernante, par exemple, a dit, voilà, moi je suis arrivée, j'étais stagiaire, et puis après j'étais femme de chambre, et puis j'ai évolué comme ça. Ah bon, et on te paye toutes tes heures? Oui, c'est normal, on me paye toutes mes heures. Mais tu as des jours de repos? Oui, j'ai des jours de repos. Et quand vous avez les collaborateurs, ce sont les meilleurs ambassadeurs pour un recrutement. Il vaut mieux qu'ils mettent sur les réseaux sociaux, tiens, je travaille dans telle boîte et je sais qu'ils cherchent du monde, viens si ça t'intéresse, plutôt que je fasse une affiche institutionnelle à l'image des grands groupes hôteliers en disant recherchons, machin. Voilà. Aujourd'hui, c'est comme ça que ça se passe, l'attractivité en fait d'une entreprise. Et puis, il faut bien aimer les gens. Moi, j'aime bien les gens avec lesquels je travaille. Ça paraît con de dire ça, mais c'est important. Les gens le savent, ça. Ils le sentent. Ça se protège, ça se préserve, ça s'accompagne. Merci Franck. Alors une autre question pour toi Stéphane, concernant justement la mise en œuvre des projets du TIOB, puisqu'il y a eu une grande période l'année dernière à l'émergence en fait des opportunités de projets. Donc les gens demandent aujourd'hui où est-ce qu'on en est justement dans cette étape de transformation de différentes opportunités. Alors sur les différentes opportunités, effectivement, on a fait un tour de Bretagne pour présenter en fait, le fruit de la production collective, donc, que vous avez pu aussi découvrir dans les couloirs du couvent. Plusieurs choses.
il y a déjà dans un premier temps une volonté, un souhait d'avoir un retour des territoires. Parce qu'encore une fois, on ne fera rien sur les territoires et comme je disais, c'est la force du collectif. Donc ce qui nous intéresse, nous, aujourd'hui, c'est de savoir quels sont les projets qui intéressent les territoires et où les acteurs privés. Je parlais tout à l'heure de la mise en relation et de faciliter en fait, l'accélération du déploiement de ces modèles sur les territoires. On s'aperçoit qu'il y a beaucoup de projets qui ont fait l'objet de cette définition et de ce travail. Quelque part, il y en a une vingtaine qu'on peut complètement décentrer en fait, à l'écosystème d'innovation. Mais en fait, pour nous, les décentrer, pour se dire on va les sourcer des porteurs de solutions, il faut qu'on s'assure au préalable qu'on a des territoires qui souhaitent être territoires d'expérimentation. Parce qu'en fait, on va pas les sourcer des solutions si derrière, il n'y a pas de lieu pour appliquer ces solutions-là. Et sachant qu'effectivement, ça amène un engagement réciproque, que j'évoquais au début, un engagement réciproque des parties. C'est-à-dire que si on veut accueillir des startups en étant territoire d'expérimentation, ça veut dire qu'en tant que territoire, on doit être en capacité de libérer un peu de temps pour justement accompagner ces startups à trouver aussi dans l'écosystème de faciliter leur mise en relation avec les bons acteurs sur le territoire pour qu'elles opèrent la solution. Donc aujourd'hui, on attend aussi ce retour des acteurs, justement sur leur engagement, leur souhait, leur intérêt par rapport à ces différents projets. Ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément, il y a d'autres projets d'envergure régionale qui ont en fait l'objet d'un plébiscite de plusieurs personnes. On parle des casiers du GR, on parle du projet donc casier du GR qui est aussi l'extension du projet Nauticlip qui avait été créé dans le cadre du projet Capitaine. On est dans le cadre des hébergements éphémères en container, etc. Sur ces projets-là, de la même manière, en fait, vu qu'ils répondent en fait à énormément d'enjeux régionaux, on souhaite pouvoir en fait favoriser leur incubation, leur accélération. On est sur des projets de R&D, on est sur des projets d'innovation. Donc là, l'idée pour nous, ça va être d'organiser des innovatons, de mettre sur la table toutes les bonnes parties prenantes pour, en un temps assez réduit, pouvoir trouver en fait des solutions opérationnelles, arriver à du maquettage et derrière nous assurer de la transférabilité à un opérateur privé. Encore une fois, c'est pas parce qu'on va accompagner l'initiative, lancer l'initiative, que c'est à la collectivité derrière de gérer en fait ce genre d'objet-là. C'est pas son rôle à la collectivité. Mais par contre, il faut nous assurer derrière de pouvoir trouver des porteurs qui vont en fait déployer la solution. Donc là, ça amène aussi à d'autres réflexions. En fait, c'est aussi à avoir en tête, c'est-à-dire que le partenariat public-privé qu'on appelle de nos voeux, aujourd'hui, il faut quand même avoir en tête qu'il faut s'assurer d'avoir des véhicules juridiques qui nous permettent de le faire. Donc c'est-à-dire jusqu'où on est dans la commande publique, à partir d'où on sort dans l'incitation, et quels sont les véhicules qui nous permettent de nous assurer de répondre aux ambitions territoriales tout en accélérant le déploiement et le transfert en fait à un déploiement privé parce que derrière il y a un modèle économique qui est intéressant pour les opérateurs. Donc en tout cas, nous on étudie toute cette faisabilité à la fois juridique, technique, organisationnelle autour des projets de R&D. Parallèlement à ça, il y a certains autres projets sur lesquels on va travailler en accompagnement pour prototyper aussi des méthodes sur de l'accompagnement. On parlait de l'auberge du voyageur à travers ces logiques d'accompagnement avec des dynamiques design, avec des dynamiques circular design, c'est-à-dire comment on intègre aussi les transitions dans les projets, avec des logiques de design identitaire, comment en fait on arrive, on l'évoquait sur une précédente table ronde, comment on intègre l'identité pour révéler le territoire dans chacun des établissements, etc., etc. Donc là, en fait, on va être sur de l'accompagnement avec de la méthode. Donc voilà. Donc aujourd'hui, en tout cas, il y a des projets qui vont partir. Et après, encore une fois, nous, on est vraiment dans l'attente d'un retour des territoires, des acteurs sur leur intérêt au regard de ces différentes opportunités. On avait à cet effet lancé une enquête via un outil numérique pour justement aller sourcer cet intérêt auprès des territoires. Aujourd'hui, on a quelques retours, mais encore une fois, on vous appelle à faire état de vos souhaits. Et en tout cas, on reviendra vers vous. Écoutez, on arrive au terme de cette conférence. On a un petit peu dépassé le timing. Je pense que vous commencez à avoir faim. Donc, merci beaucoup, Franck. Merci beaucoup, Stéphane, pour vos témoignages. Et puis, bon appétit à toutes et à tous.